Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'entretien de dimanche. C'est politique. Je vous l'avais annoncé. Nous allons revenir sur cette séquence du vote du budget de l'État exercice 2024 avec une des chevilles ouvrières de ce vote à l'Assemblée nationale. Il est député de l'Union progressiste Le Renouveau, rapporteur général de la commission budgétaire. Je vais nommer l'honorable Réginald Koumanké Afide qu'on reçoit ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon devoir. Voilà, honorable, de suite, nous allons vous demander en quoi consiste le vote de ce budget. Merci, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par remercier le PDG, monsieur Agapite Napoléon Maforika. Je remercie également la haute direction de mon parti, l'Union progressiste Le Renouveau, la direction administrative du parti, de même que le haut dignitaire de notre parti, à savoir le président Amoussou Bruno, le président Mbedi Adrien, le président Edikola Olé, le président Mathurin Nago, pour tout l'encadrement, pour l'apprentissage et pour la formation qui ne cesse de nous donner. Pour venir à votre préoccupation, monsieur le journaliste, le budget de l'État, c'est ça que nous appelons en termes un peu techniques, la loi de finances de l'année. Donc il s'agit d'une loi. Mais là, ce n'est ni une loi ordinaire, ni une loi spéciale. Il s'agit d'une loi particulière. Particulière en ce sens qu'elle est votée selon une procédure tout aussi particulière. Et pour définir un peu ce que c'est que la loi de finances, il s'agit exactement de la loi qui, dans un premier temps, prévoit et ensuite autorise pour une année donnée l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Là, il y a un verbe qui se trouve être très important, c'est le verbe prévoir. Ça veut dire quoi? Que aucune recette qui n'est pas prévue ne peut être collectée. De la même manière, aucune dépense qui n'est pas prévue ne peut être exécutée. Vous comprenez? Donc, au cours d'une année, lorsque le budget est en train d'être exécuté, il n'y a que ce qui est prévu qui doit être fait dans le principe. Je vais dire que la particularité de la loi de finances pendant son examen, c'est la participation de certains nombres d'acteurs au débat. La société civile intervient. Les ONG en général interviennent. Le Conseil national du patronat intervient. Ainsi de suite, les syndicats interviennent. Chacun, bien sûr, en son domaine pour faire son plaidoyer. Donc, chacun fait son plaidoyer dans la procédure. Et ensuite, tous les ministres, de même que les présidents des institutions constitutionnelles, passent devant la commission budgétaire, chacun avec son budget sectoriel. Et là, ça permet aux députés, en tant que représentants du peuple, de poser des questions à ces ministres et présidents d'institutions en tant qu'ordonnateurs de leur budget pour attirer surtout leur attention sur quelles sont les préoccupations des populations. Le budget, c'est pour la population. Ce n'est pas pour les ministres, ce n'est pas pour les présidents d'institutions, ce n'est pas pour les députés non plus. Donc, ceci aussi est très important. Ce n'est pas pour eux principalement, mais ils ont leur part dedans quand même. Bon, ce que... Vous concernant, il y a votre budget dedans. Votre budget, il y a vos émoluments, il y a beaucoup de choses dedans. Sur 3200 milliards à peu près, nous, notre budget ne pèse rien du tout. Oui, là, ça, pour aller un peu plus le monsieur, le journaliste. Oui. La loi de finances, c'est un ensemble de choix stratégiques, vous voyez, qui s'inscrit dans le cadre de développement que nous nous sommes donnés dans le pays. Ça veut dire quoi? La même somme d'argent peut être dépensée de plusieurs manières. Nous sommes d'accord? Oui. J'ai l'habitude de prendre un exemple simple. Un père de famille
qui a 5 enfants et qui dispose d'une baguette de pain, est-ce qu'il peut donner la moitié à chacun des enfants? C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour dire que la loi de finances 2024, telle que c'est bâtie, telle que c'est construite, octroie entre 40 et 50% des ressources au secteur social. Ouais, donc vous convenez avec moi que les autres secteurs ne peuvent plus obtenir autant. Ouais. Donc, tout est question de ce qui est déjà fait jusque-là dans notre politique de développement et de ce qui reste à faire, oui. Justement. Donc, voilà un peu de façon ramassée la définition que je peux vous donner du budget national ou bien de la loi de finances. Oui, d'accord. On parle de budget éminemment social, mais très concrètement, ça recouvre quoi? Quand vous nous dites que c'est un budget à pratiquement 50% social, très concrètement, qu'est-ce que ceux qui nous regardent doivent espérer? Je vous remercie. Bon, je n'ai pas dit 50%, il dit entre 40 et 50%. Mais pour être plus précis, c'est à peu près à 42%. Un peu plus de 42%. Le caractère social de la loi de finances 2024 se révèle à travers plusieurs points. Nous avons d'abord l'option que le gouvernement a faite de faire le développement des infrastructures de desserte en eau potable dans la plupart des régions de notre pays. Ça, je pense que c'est très important. Nous allons parler et ensuite du reversement de nos frères, de nos soeurs, de nos parents, conjoints, conjointes, que nous appelons les AME. Donc 3 000 seront reversés en 2024. Nous allons revenir là-dessus, sur cette question importante. Cet épineux sujet. Oui. Et nous avons la construction de 1200 salles de classe. Ouais, 1200 salles de classe. Nous avons la construction et la réfection de plusieurs centres de santé déjà en cours qui, alors, vont se poursuivre. Est-ce que vous voyez? Oui. Nous avons la généralisation des cantines scolaires. Ça veut dire quoi? Désormais, sur l'ensemble du territoire béninois, tous les écoliers auront accès à la cantine du public, vous voulez dire? Du public. Oui. Et ceci dans un autre format. Désormais, c'est 2 repas chauds par jour, par élève et par jour de classe. La généralisation, ça veut dire quoi? On va atteindre les 100%? Les 100%. Mais d'un point un peu plus loin, toujours dans le social, il y a les programmes de stage payés, bien sûr, qu'offre l'ANPE, qui seront renforcés en 2024 pour permettre à nos jeunes diplômés de goûter ne serait-ce qu'aux délices, vous voyez, du travail, pour pouvoir se familiariser à l'environnement du travail. Question également d'avoir de l'expérience, un bon curriculum vitae. Nous avons mais également tout ce qui se fait déjà à la GDIZ et qui sera renforcé. Je rappelle que la GDIZ aujourd'hui des milliers et des milliers d'emplois et également beaucoup de produits finis à l'actif de l'économie béninoise. Je vais noter également qu'il sera procédé en 2024 toujours à l'acquisition de 200 ambulances au profit du SAMU pour des urgences du CNHU pour améliorer l'intervention en cas d'urgence. Je pense que tous ces points non exhaustifs, bien sûr, que je viens de citer méritent d'être salués, puisque à les voir de près, il n'y a rien qu'on puisse négliger
ou qu'on puisse qualifier justement de fantaisiste. Est-ce que vous voyez? Oui. Bon, quand vous le dites fantaisiste, c'est à dessein, c'est pas vous qui le dites justement. Vous trouvez ça, vous trouvez ce qui est contenu dans ce budget très intéressant, très alléchant. Mais de l'autre côté, le parti de l'opposition, les démocrates, qui a partagé durant ces semaines les travaux en commission avec vous, a trouvé au final que ça ne les satisfaisait pas et ont voté contre. Vous savez, dans le processus d'étude, d'analyse et enfin du vote de la loi de finances, le moyen par excellence pour manifester ou pour exprimer les désaccords lorsque l'on est un député ou lorsque l'on est un groupe parlementaire, c'est bien sûr l'amendement. Est-ce que vous voyez? Que l'on soit mouvancier ou opposant, que l'on soit député seul ou groupe parlementaire, l'on a le droit d'exercer ce que nous appelons l'amendement. Ça veut dire quoi? Lorsque le député ou le groupe parlementaire lit le document du projet de loi de finances et qu'il constate des points de désaccord, il a la faculté, il a le droit de les relever et ensuite de les matérialiser par des fiches qui existent au sein de l'Assemblée, vous voyez, pour faire part de ces désaccords. Ça veut dire quoi? Si, en lisant le document, je note sans désaccord, il m'est loisible d'émettre 100 amendements et d'aller même au-delà. Ça n'a pas un caractère limitatif. Est-ce que vous voyez? Je vais dire que, au total, à l'issue des travaux, la commission budgétaire a reçu exactement 38 amendements. Sur les 38 amendements, 23 ont reçu un avis favorable du gouvernement. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le gouvernement a accepté modifier le projet de loi de finances en intégrant ces 23 amendements. Ça fait un taux de plus de 60%. Parlant du groupe parlementaire, les démocrates, ce groupe parlementaire a émis exactement 7 amendements. 7 amendements. Et sur les 7 amendements, tenez-vous bien, 4 ont reçu l'avis favorable du gouvernement. Ça fait déjà un taux qui avoisine les 55%. On est d'accord. Les 3 autres ont reçu un avis réservé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions soulevées par les 3 autres amendements nécessitent, sollicitent d'approfondissement. Je vais donner des détails tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Sur les 7 amendements, aucun n'a été rejeté par le gouvernement. Vous voyez? Oui. Vu que c'est sur la base des désaccords, bien sûr, que les amendements ont été formulés. En principe, lorsque les bases, les mobiles ou les motifs de ces désaccords ont disparu, les désaccords en eux-mêmes devraient disparaître, on est d'accord. Oui. Pour céder alors la place à une certaine acceptation ou à un certain accord, n'est-ce pas? Exactement. Ce que nous n'avons pas remarqué. Vous voyez ce que je dis? Donc je peux dire que si c'est strictement par rapport au document de la loi de finances, à ce jour, et même au moment du vote, le groupe parlementaire, les démocrates, n'avaient plus aucun désaccord. Tous leurs désaccords ont été réglés, résorbés. Donc, leur vote trouve certainement sa source ailleurs. Ce n'est pas lié techniquement au travail qui a été fait. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ailleurs, mais où? Oui, je vais revenir à ça, monsieur le journaliste. Oui. Je vais dire ceci. Les 4 amendements des démocrates ayant reçu un avis favorable du gouvernement ne sont pas des moindres. Vous voyez, je vais donner 2 exemples. Oui. 1.
Je prends la question de l'exonération des motos à 4 temps. Par le passé, ces motos étaient exonérées des droits de douane à l'entrée du pays. Ça veut dire quoi? Qu'au moment de l'importation, les importateurs ne payaient rien au niveau du cordon douanier. Ceci pour baisser le prix de vente, vu que c'est un produit de grande consommation. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais le gouvernement, dans son projet, est revenu sur cette exonération. Vous voyez, pour reprendre avec la taxation des motos à 4 ans. On se comprend? Mais le groupe, les démocrates, s'est opposé en griffe à ça en demandant que le gouvernement fasse comme cela se faisait. Ce à quoi le gouvernement a adhéré. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Quand nous prenons un peu les recettes fiscales que la taxation devrait engendrer, vous voyez, pourtant le gouvernement a accepté y remédier. Je pense que c'est un amendement de grande portée, vu que notre budget est essentiellement fiscal. On est d'accord? Je prends un second amendement des démocrates qui a reçu avis favorable, qui est également d'une haute portée. C'est dit ceci: lorsqu'on est un contribuable, un citoyen qui doit payer les impôts, un contribuable, et que sur plusieurs exercices comptables, on n'a pas eu à payer les impôts, lorsque en 2024, le contribuable se lève spontanément de lui-même pour se porter vers les services des impôts, pour payer, pour éponger sa dette, ce que nous appelons commandement, pénalité, frais de commandement et tout ce qui est comme surplus et qui a un caractère punitif, bien sûr, disparaît. C'est-à-dire qui sera exonéré de tout ce qui est punition ou sanction. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans l'esprit du projet de loi de finances, c'est que le contribuable doit s'acquitter de ça en une seule fois pour pouvoir bénéficier de cette faveur. Mais suite à l'intervention des démocrates, du groupe parlementaire, les démocrates, le gouvernement a accepté qu'au cours de la même année, que le paiement soit fait de façon échelonnée. Vous voyez? Et malgré que ce sera fait de façon échelonnée, on va leur accorder le bénéfice des avantages prévus. Je pense que c'est un amendement de haute portée qui pourtant a été accepté. Je parle le passé. Lorsqu'on doit encore enfreindre aux impôts, on est toujours passible de pénalité. Mais le gouvernement a accepté, laisser tomber. Vous voyez? Maintenant, je vais aborder les 3 amendements des démocrates qui ont été réservés. Je prends un seul exemple pour qu'on puisse passer à autre chose. Les démocrates ont voulu, par exemple, que l'importation de tout ce qui est matériel informatique soit entièrement exonérée de tous les impôts au niveau du cordon douanier. Comme ça l'était avant. Comme ça l'était avant. Le gouvernement a émis un ami réservé, mais à juste titre. Pourquoi? Notre pays n'est plus un pays à prendre à la légère. Ça que les gens ne veulent pas comprendre. Le Bénin est désormais un pays sérieux. Et je salue le chef de l'État, le président Baptiste Talon, pour ça. Désormais, notre pays dispose d'une usine de montage d'ordinateurs au niveau de la GDIZ. Donc, lorsque nous disposons déjà d'une telle technologie à l'interne pour que des ordinateurs soient mis directement sur le marché et qu'en même temps, nous exonérons ce qui doit venir de l'extérieur, ça peut poser problème. Parce que lorsque les ordinateurs qui sont importés, à force d'être exonérés, reviendront moins chers que ceux qui sont produits localement. Ça veut dire que ceux qui sont produits localement
ne seront pas compétitifs et ne seront pas vendus. On est d'accord? Oui. Or, nous tous, nous crions consommons local, consommons local. Ça ne veut pas dire que l'amendement sera rejeté. Non, mais les techniciens ont besoin de faire les études pour savoir jusqu'à quelle hauteur on peut accorder des honorations pour que les produits locaux ne perdent pas de leur compétitivité. Vous voyez, ça là, c'est important. Ce qui est sûr, une suite favorable sera donnée en 2025 telle que lu dans la réponse du gouvernement. Je l'ai lu et eux aussi, ils l'ont lu. Oui. Donc voilà, je me résume en disant ceci, que du point de vue de la technique budgétaire même, le vote des démocrates n'a rien à voir avec le contenu du projet de loi de finances. Mieux, lorsqu'on est allé au vote des rapports spéciaux, les rapports spécial, c'est quoi? Lorsqu'un ministre sectoriel passe ou lorsque le président de décision passe, c'est sanctionné par un rapport spécial. Oui. Les démocrates ont voté favorablement pour tous les rapports spéciaux. 1. 2. Le rapport général. Le rapport qui a bouclé l'ensemble des travaux et des discussions. Ils ont voté également favorablement. Or, le rapport général n'est qu'une reproduction du budget en lui-même. De la loi de finances, du budget. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Donc, moi... Donc, la motivation est ailleurs. Moi, je dis ceci. Non, je vais dire la motivation. Oui. Je dis ceci. Nos amis démocrates qui sont aujourd'hui députés devront se prendre au sérieux. Oui. Parce que nous ne sommes pas là pour faire du mal à ce peuple. Ils n'ont qu'à cesser d'agir selon seulement la seule volonté de leur président. Ah, donc c'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui qu'il s'agit. Quand vous parlez d'ailleurs... Lorsque le président des démocrates se fâche, en même temps ça se ressent. Parce que ça a été dit sur une chaîne de télévision. J'ai suivi, beaucoup ont suivi, ça a même fait le tour des réseaux sociaux. Où un collègue démocrate disait clairement qu'ils n'ont rien contre le budget, mais qu'on leur a demandé de voter contre. Dans le même temps, leur population souffre justement. Dans le même temps, il est question d'eau potable, il est question d'infrastructures routières, il est question d'école, il est question de cantine, il est question de... Pourtant, ils ont voté contre, juste parce qu'ils ont voulu obéir à l'humeur de leur président. Moi, ils ont voté contre sauf un. Moi, je pense que c'est irresponsable. Et je voudrais remercier, même féliciter mon doyen, le président Ahossi Léon Basile, qui encore une fois a fait preuve de clairvoyance. Je salue vraiment sa sagesse, je salue son intelligence. Moi, personnellement, je n'ai pas été étonné de son vote. Je partage la même inscription électorale que le président Ahossi. Nous sommes les deux à être directement élus. Dans notre situation électorale, il est d'Atiémé, moi je suis grand popo. Vous voyez ce que je dis? Je connais l'homme et je sais que lui au moins, il s'est fait avec sa raison, avec la logique, contrairement aux 27 autres. Oui, bon, ils ne sont pas devenus déraisonnables. On est en politique. Non. Mais ce qui s'est passé, vous n'avez pas me dit que c'est de l'inédit, ça s'est déjà passé avant. Donc, c'est pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est passé avant, mais moi je pense que si au moins techniquement ou matériellement, ils avaient trouvé des coquilles dans le budget auxquelles ils se sont accrochés, parce que ce serait un peu plus responsable. On est d'accord. Et dans le même temps, ce sont les mêmes qui aiment surfer sur les souffrances des populations. Oui. C'est qui ont l'habitude de crier soja, de crier ci, de crier ça. Et dans le même temps, c'est eux qui empêchent la mise en œuvre des politiques qui puissent aller en faveur des populations. Je pense que nul n'a le monopole de la compassion au peuple. Vous voyez, un député pris individuellement, vous savez le nombre de bouches qui nourrit. Quand on prend un député,
sur le plan social, n'est pas député qui veut justement, sans fausse modestie. Oui. Si vous lisez le code électoral fixe déjà à 30 millions les fonds de campagne, la limite de fonds de campagne pour tout candidat à la députation. Oui. Où est-ce qu'il dit 30 millions. C'est dans le code électoral. Pour tous les candidats. Donc ils sont autorisés à dépenser jusqu'à 30 millions. Oui. Ça, c'est ce qui est autorisé. Et qu'on doit respecter. Oui. Donc, en temps ordinaire, quand il n'y a pas de campagne électorale, Oui. le député ne va pas fuir son terrain. Moi, je suis venu du village comme ça. Je quitte ici, je retourne au village. C'est ça un député. Oui. Il est là, dans sa base, à l'écoute de sa base. Et ce n'est pas sans coût. Vous parliez de cette posture des démocrates. Bon, en même temps, ils sont en minorité, donc de toute façon, ils ne sont pas en capacité d'empêcher quoi que ce soit. Donc, ils peuvent se permettre de jouer un coup politique. Oui, ce qui est sur le plan du vote, Oui. vu qu'ils sont en minorité, ça n'a pas d'effet d'impact sur le vote. Est-ce que vous voyez? Mais c'est que lorsqu'on est dans un système démocratique, on veut toujours chercher à comprendre les motivations de chaque acte qui se pose, ce qui est tout à fait normal. Où est-ce que je dis? Pas parce que nous sommes au du mouvancier que nous allons dormir sur nos lauriers. Chaque fois qu'ils vont voter contre, nous devons être interpellés, chercher à comprendre pourquoi c'est fait. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que c'est à nous de nous remettre en cause? C'est que comme ça que nous, nos positions seront mieux consolidées. Donc c'est important pour nous, c'est ce qui nous a justement motivés à rechercher. Vous voyez, leur réelle motivation. Donc Voilà. c'est ça. Donc pour vous, bon, pour résumer, pour finir sur ce point, c'est le président Yahya Boni qui leur a demandé de voter contre. Je confirme, d'autant plus que là, je m'appuie sur deux éléments. Premier élément, leur vote sur le plan technique ne suit aucune raison ni aucune logique. On est d'accord? Second truc, eux-mêmes, leur déclaration à la presse, ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'ont rien contre le budget, mais qu'ils ont reçu des mots d'ordre. Oui, bon, ça c'est un député qui l'a dit. Un député qui l'a dit. Oui. Et nous sommes dans le même pays. Donc, ça, c'est clair. Ça c'est clair. Oui. D'accord. Alors maintenant, revenons à la question des AME. C'est une question qui brasse beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, très concrètement, les AME, ce corps spécial doit s'attendre à quoi, très précisément? Merci, monsieur le journaliste. Même si, bon, ce n'est pas vous l'ordonnateur, vous n'êtes pas au gouvernement, mais de ce que vous avez pu voir, étudier, ils doivent s'attendre à quoi? D'abord, je vais adresser mes chaleureuses salutations à tous les frères et sœurs AME de ce pays. Et je vais dire en même temps que je compatis aux difficultés qui sont les leurs, dans leur quotidien, bien sûr. Je dirais ceci, au bout du rouleau, au bout d'une échéance donnée, ce qui est sûr, tous les AME finiront par être reversés. Est-ce que vous voyez? Et pour ce qui concerne la loi de finances 2024, 3000 AME à raison de 1500 au primaire et de 1500 au secondaire seront reversés. Le chef de l'État, il est un homme de cœur. Il a un grand cœur. Si ça ne dépendait que de lui, Baptiste Talon, je pense qu'il allait donner l'ordre pour que tous les AME de ce pays soient reversés. Vous savez, les AME aujourd'hui sont des prestataires de services pour l'État. Oui. Quand vous prenez l'autre code des marchés publics, nous sommes habitués aux prestations intellectuelles. Donc ils sont vus comme des prestataires, ils sont utilisés comme des prestataires. Vous voyez? Oui. Donc, leur rémunération n'est pas intégrée aux charges de personnel de l'État. Vous voyez? Les charges de personnel de l'État, c'est ça que nous appelons la masse salariale. Si c'était possible de le faire, le basculement du statut de prestataire au statut d'agent public de l'État, ce que nous appelons fonctionnaire ou bien agent contractuel, ce serait fait depuis.
Oui, vous savez... Oui, juste pour que les gens nous comprennent, pourquoi ce n'est pas possible de le faire? Quelle explication les ministres ont donnée? Merci. Et surtout, quelle est l'incidence financière qui fait que... L'explication dépasse même les ministres, ça dépasse l'ensemble du gouvernement, ça dépasse même le chef de l'État. Ah oui? Oui. Ils n'ont aucun pouvoir face à ça. Et c'est ça que les populations, surtout les AME... Mais c'est eux qui les recrutent. ...doivent comprendre. Oui. Vous savez, oui. Le Bénin n'est pas un pays isolé. Nous sommes dans un espace monétaire et économique, l'UEMOA. Et l'UEMOA est régi par un certain nombre de directives qui contiennent en leur sein ce que nous appelons des critères de convergence. Oui. C'est dit ceci, que la masse salariale dans aucun pays de l'UEMOA ne peut excéder 35% des recettes fiscales du pays. Mais ça, c'est assez fort, c'est assez important. Vous voyez, ça dit quoi? Ce que nous pouvons consacrer au paiement des salaires et accessoires, lorsque nous sommes un pays de l'UEMOA, ne peut pas dépasser 35% des recettes fiscales, c'est-à-dire des revenus des impôts. Oui. Vous voyez? Donc, dès lors que la limite des 35% est fixée, est atteinte par un pays, le pays devra stopper le recrutement ou le reversement. Vous voyez, c'est ça la pesanteur qui empêche le reversement intégral de tous les AME. Ce n'est pas du tout un manque de volonté. Vous savez, ces AME, pour la plupart, étaient des vacataires. On les appelait des vacataires. Mais le statut de vacataire ne leur conférait aucune garantie, aucune sécurité. Et le choix des vacataires était laissé entre les mains des directeurs de collège. Ce qui est dangereux pour la qualité de l'enseignement, n'est-ce pas? On ne peut pas, parce que nous voulons enseignant pour enseignant, hypothéquer l'avenir de nos enfants, de nos jeunes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez? Moi, je salue encore une fois l'avènement du format d'AME, c'est important. Maintenant, je pense que... Bon, quand vous dites que vous saluez l'avènement, c'est que... Vous savez, l'avenir du reversement des AME n'est pas entre les mains du président Talon ou bien du gouvernement, non. Non, l'avenir du reversement des AME, c'est entre nos mains, nous, citoyens, population de ce pays. Pourquoi je le dis? Lorsque nous parlons de 35% des recettes fiscales, ça veut dire les impôts, de vous avoir, est-ce que le Béninois aime payer les impôts? Bon, on connaît tous la réponse. Hein. Bon, merci beaucoup. Personne n'aime payer les impôts. Vous voyez, si chacun s'acquittait de ses impôts, je pense que les 35% qui correspondent à la masse salariale seraient assez consistants et donneraient, dans ce cas, ce que nous appelons l'espace budgétaire pour faire le reversement des AME. Vous savez, en principe, il ne revient pas au service des impôts de nous rechercher dans nos maisons. Non. Le bon citoyen, déjà qu'il est en possession de biens imposables, doit se porter vers le service des impôts pour déclarer ses biens et payer. Donc vous êtes en train de nous expliquer que les conditions de vie et de travail des AME, en réalité, c'est de notre faute. C'est de notre faute. C'est de la faute des populations béninoises. C'est de la faute des citoyens. Donc le gouvernement n'a rien à y avoir. Alors que c'est eux que nous sommes. La gestion de la masse salariale, ça c'est le gouvernement qui gère. Donc, qui gère, fait des choix. Donc, en même temps, on ne peut pas dire que le gouvernement n'est pas responsable de cela. Lorsque nous disons que la masse salariale ne peut pas excéder 35% des recettes fiscales, quel pouvoir, selon vous, le gouvernement a sur les recettes fiscales, sur l'augmentation des recettes fiscales, lorsque nous, citoyens, ne voulons pas payer nos impôts? Vous savez, en principe, lorsque j'ai un lopin de terre, chaque année, je dois payer le foncier non bâti quand ce n'est pas encore construit. D'accord.
je dois aller spontanément vers le service des impôts. D'accord, mais vous convenez avec moi que ça commence pas à changer. Ça commence pas à changer. Les services des impôts ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas engrangé beaucoup d'argent ces derniers temps. Il y a beaucoup de Béninois qui payent. Donc, vous savez, de par le passé, c'était les douanes qui étaient en tête. Sur les 3 régies financières qui recouvrent ces douanes, impôts et puis trésor en dernière position. Avant, c'était les douanes qui recouvraient le plus. Aujourd'hui, c'est la direction générale des impôts qui est en tête. C'est pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a un aspect que vous ne voyez pas. L'impôt a un caractère obligatoire. Dans le même temps, l'impôt est un grand instrument de solidarité. Exactement. Ça dit quoi? Ça permet aux plus riches, sur les 3 régies financières qui recouvrent ces douanes, impôts et puis trésor en dernière position. Avant, c'était les douanes qui recouvraient le plus. Aujourd'hui, c'est la direction générale des impôts qui est en tête. C'est pour confirmer ce que vous êtes en train de dire. Mais il y a un aspect que vous ne voyez pas. L'impôt a un caractère obligatoire. Dans le même temps, l'impôt est un grand instrument de solidarité. Exactement. Ça dit quoi? Ça permet aux plus riches de financer les services publics au bénéfice des plus pauvres. De financer plus que les pauvres. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Donc, c'est vrai que les recettes fiscales plutôt ont connu un certain accroissement ces dernières années, et je salue le ministre des Finances, et je salue le DG et des impôts. Vous saluez les Béninois d'abord, parce que vous ne pouvez pas en même temps dire que les Béninois ne payent pas, et quand ça augmente, vous commencez pas à saluer le ministre et les Béninois ont commencé à payer, mais il faut dire que beaucoup reste à faire. D'accord. Vous voyez, beaucoup de choses restent à faire. Au Bénin, lorsqu'on supprime un impôt, mais lorsqu'on baisse un impôt, tout le monde applaudit. On est d'accord? Lorsqu'on diminue le montant d'un impôt ou lorsqu'on supprime un impôt, nous tous, nous applaudissons. Alors que ce sont ces impôts qui devraient permettre, mais qui permettent d'alimenter le budget pour le bien de nous tous. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que... Vous pouvez venir à la question. 3000 d'entre eux seront reversés en 2024 et je parie que en 2025 ce nombre ira forcément à la hausse. Mais si chemin faisant, les moyens s'offraient au gouvernement, c'est-à-dire si un boom fiscal intervenait, de sorte à ce que nous ayons la marge de manœuvre nécessaire en termes de masse salariale, je pense que les choses iront beaucoup plus vite. Mais ce qui est sûr, un gros travail se fait. Un gros travail se fait pour que nous puissions parvenir à un accroissement beaucoup plus accéléré, beaucoup plus important, bien sûr, des recettes fiscales. Donc, voilà. les amis qui nous regardent ce matin peuvent vous prendre au mot, même si ce n'est pas vous qui ordonnez, ce n'est pas vous qui êtes au gouvernement, que 3000 d'entre eux seront reversés cette année. Je confirme qu'en 2024, 3000 AME à raison de 1500 dans le primaire et 1500 dans le secondaire seront reversés. Et ce n'est pas terminé. Le processus devra se poursuivre en fonction du niveau des recettes fiscales. Est-ce que vous voyez? Un accroissement rapide du niveau des recettes fiscales permettra justement une accélération du processus de reversement. Ça, je le dis clairement. Merci. Alors, en parlant toujours, on a parlé des impôts, donc restons-y. Il y a à l'Assemblée nationale, on l'a vu aussi au cours de cette session budgétaire, le procès qui est fait à l'État, au gouvernement, par rapport au niveau de la dette. Au niveau de la dette, on accuse déjà le gouvernement de nous endetter très fortement et dans le même temps de pressurer les Béninois en augmentant les impôts. Qu'en est-il exactement? Ok, merci. Là, je pense que vous êtes en train d'aborder deux gros sujets. La question de la fiscalité d'une part et puis la question de la gestion de la dette d'autre part. Pour le premier sujet,
la fiscalité. Et depuis plusieurs années, le niveau des impôts dans notre pays n'a plus augmenté. Pour ce qui concerne la loi de finances 2024, il n'y a aucune augmentation d'impôts qui soit consacrée. Aucune augmentation d'impôts. Ça, je le dis clairement. Au contraire, c'est à une série d'exonérations que nous avons eu à faire face. Dans le document, est-ce que vous voyez? Vous savez, les projections font état de ce que nous assistions à une augmentation substantielle des recettes fiscales sans que le niveau des impôts ne soit élevé. Vous voyez, c'est tout à fait possible parce que le gouvernement travaille, le ministre des Finances travaille, le directeur des impôts travaille pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Plus de Béninois payent. Si plus de Béninois payent, je pense que les recettes fiscales iront facilement à la hausse. Et c'est ça l'option qui a été faite. Vous devez remarquer sur l'ensemble du territoire qu'il y a une multiplication des centres d'impôts. De sorte à beaucoup plus rapprocher les services d'impôts des contribuables. Vous savez, même les zones qui sont des zones aujourd'hui en construction sont en train de recevoir déjà les services des impôts. Ça, là, je pense que c'est très important. Je prends l'autre réforme également, la facture normalisée. Est-ce que vous voyez? La réforme sur les factures normalisées est très bien pensée et je remercie ceux qui ont fait ce travail. Or, aujourd'hui, lorsque le dispositif est bien utilisé, je pense que les retenues à la source sont évaluées de façon objective et empêchent ainsi toute dissimulation ou toute fraude en matière fiscale. Vous voyez donc, ces dispositions mises ensemble vont nous permettre de parvenir à augmenter substantiellement le niveau des recettes fiscales sans augmenter le poids fiscal sur les contribuables. Donc c'est de ça qu'il est question. Vous voyez, donc je peux vous rassurer par rapport à ça. La pression fiscale dans notre pays est des moindres dans notre sous-région. Vous voyez, donc je peux rassurer nos compatriotes que nous ne sommes pas là pour les pressurer. Pour maintenant aborder la question de la dette publique concernant bien sûr le niveau d'endettement de notre pays. D'aucuns disent que le pays s'endette trop. Oui, je m'en vais simplement dire ceci. Le montant de la dette d'un pays, que nous appelons l'encours de la dette, ne suffit pas à lui seul pour apprécier le niveau d'endettement du pays. Est-ce que vous voyez? Et la norme de l'UEMOA que nous utilisons, c'est le taux d'endettement, qui est le rapport, le ratio entre le montant de la dette qu'on appelle encours de la dette et la richesse nationale que nous appelons le PIB. Vous voyez, et c'est dit, ça c'est un critère de convergence, que le niveau d'endettement ne doit pas excéder 70%. Lorsque ça excède 70%, c'est que le pays est surendetté. Au 31 décembre 2016, à l'avènement du régime actuel, le niveau d'endettement du pays, de notre pays, le Bénin, était de l'ordre de 51%. Au 31 décembre 2022, avant-hier, le taux d'endettement s'est établi exactement à 52,8%. Est-ce que vous voyez? Vous me regardez. En 51% et 52,8%, où se trouvent les exagérations? Voilà ce que je dis. Au 31 décembre 2023, donc dans quelques jours, les projections font état de ce que le taux d'endettement sera de l'ordre de 54%, ce qui va rester dans le même ordre à la fin de la gestion 2024 également. Quand nous prenons les autres pays de la sous-région, les pays de l'UEMOA, prends la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un taux d'endettement qui dépasse les 65%. Au 31 décembre 2022. Je prends le Sénégal.
Le Sénégal, 31 décembre 2022, était à 75% de taux d'endettement. Je prends le Togo. Le Togo était à 66,8% de taux d'endettement au 31 décembre 2022. Pendant que notre pays, le Bénin, était seulement à 52,8%. Peut-être les députés qui ont soulevé cette question le font simplement parce que l'Assemblée nationale n'a plus rien à dire sur les initiatives d'endettement de l'exécutif. Au final, contrairement à l'autre dispositif, depuis la modification de la loi, voilà, l'Assemblée nationale est dans un rôle passif. Certainement que vous voulez parler, bien sûr, de la question de la ratification des accords de financement. Je vous dis ceci, nous dis ceci. De par le passé, c'est seulement le chef de l'État qui a toujours ratifié les accords de financement. Mathieu Kérékou, le général, l'a fait. Président Nicéphore Soglo l'a fait. Docteur Boni Yahi l'a fait. Le président Talon également est en train de le faire. Nos amis les démocrates ont cette tendance à afficher aux populations que le président Talon a une certaine appétit, une certaine appétence auprès, sinon aux emprunts. D'accord. Donc ils ont la tendance à faire croire aux populations que bon, le président aime vraiment les questions de dette, aime s'endetter, aime prendre des emprunts à gauche et à droite. Alors que ce n'est pas vrai. Tous les présidents qui ont pris par là ont joué de cette prérogative. D'accord, mais avant, on demandait à l'Assemblée nationale une autorisation de ratification. Merci beaucoup. Là, ce n'est plus le cas. Donc, avant, l'Assemblée nationale en amont, donc a priori, se penchait sur les dossiers de demande de ratification. Mais il faut qu'on questionne les résultats que ça a donné. Questionne les résultats. L'Assemblée nationale du Bénin n'a jamais eu la possibilité de rejeter ou même de différer un seul dossier de demande de ratification. Ce n'était que perte de temps et par conséquent perte de ressources. Pourquoi? Peut-être que ça se monnayait. Certains députés le disent. Il y a des rumeurs qui le disaient avant. Peut-être que ça se monnayait, mais je peux vous rassurer que nos députés de la mouvance présidentielle d'aujourd'hui, et plus précisément de l'Union progressiste, le renouveau, nous ne sommes pas dans ce genre de jeu. Bon, de toute façon, vous n'avez pas la possibilité. Nous sommes des députés intègres. Nous n'attendons rien autre que nos émoluments pour faire notre travail. J'irai plus loin en disant ceci. Il n'y a pas péril à la demeure. Parce que cette modification ayant permis d'une part la célérité des dossiers, vous voyez ce que je dis, et d'autre part empêchant la perte de ressources, n'empêche pas le Parlement de mettre en œuvre, en exécution, son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Il nous revient à nous autres de regarder maintenant parmi tous les outils de contrôle, tous les types de contrôle qui existent, lequel est approprié à notre contexte actuel. Un député ou un groupe parlementaire ou la commission des finances a le droit dans ce pays de chercher à comprendre tel emprunt que le pays a contracté, à quoi ça a servi à faire. Je pense que c'est sur ça que nous devons en principe nous concentrer. Mais les questions de ratification, accord avant, à mon avis, ça n'a aucune importance. Moi, je nous invite, nous députés de la 9e législature, à essayer de nous recentrer un peu et aller vraiment à l'essentiel de façon objective. Vous voyez, pour les questions de prêt, c'est plus judicieux, à mon avis, que le député fasse un contrôle a posteriori. Oui, le gouvernement a contracté tel prêt. Nous voulons savoir, nous voulons vraiment constater ce qui a été fait avec. Est-ce que vous voyez? Oui, le problème, est-ce que ça se fait? Que ce soit la 8e, la 9e, est-ce que ça se fait? Parce que le citoyen, au final, c'est ce que le citoyen veut savoir. Ratification ou pas ratification, ce que vous dites, le contrôle, est-ce que ça se fait? Vous savez, c'est une prérogative constitutionnelle qui est dévolue
à la commission des finances et des échanges. Donc, si les députés ne le font pas, c'est alors leur faute. On est d'accord? Oui. Puis nous représentons le peuple, n'est-ce pas? Et l'exécutif n'a jamais fait obstruction à la mise en œuvre de prérogatives. Au contraire, c'est écrit clairement que la Cour des comptes, la nouvelle Cour des comptes, doit nous appuyer dans le cadre de la mise en œuvre de nos prérogatives. Donc moi, je pense que c'est un débat très stérile, Oui. c'est un débat fantoche à la limite, qui ne va rien nous apporter. C'est mieux que nous regardions comment mettre en œuvre un contrôle a posteriori, comment mettre en œuvre un contrôle sur place, c'est-à-dire se déplacer pour aller voir, puisque le gouvernement peut envoyer des rapports. Nous avons la faculté de nous déplacer pour aller constater. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Oui. Encore que dans cette modification, le gouvernement n'a jamais tenté d'affaiblir les prérogatives qui sont les nôtres. Oui. Donc je ne sais pas concrètement en quoi le problème se pose. Peut-être que nous, députés, ne voulons plus réfléchir. Ça pourrait se comprendre. Peut-être que nous ne pouvons plus ou ne voulons plus réfléchir et que nous voulons végéter dans la routine. Mais je pense qu'il est temps que nous nous asseyons, et démocrates, et mouvanciers, pour qu'on puisse bâtir de nouveaux outils de contrôle. Voilà, nouveaux outils de contrôle. Alors, revenons très rapidement sur un autre sujet qui avait défrayé la chronique. Sur cette question de soja, le soja, on entend. Quelle est la concession, quelles sont les concessions que le gouvernement a faites sur ce sujet? Merci beaucoup. C'est vrai que cette question a abondamment alimenté les différents canaux de communication. Et là, je remercie encore une fois le chef de l'État. Vous savez, le gouvernement du Bénin met des subventions, d'énormes subventions dans le secteur agricole. Et ne peut en être autrement vu que nous sommes en train de projeter une autoconsommation. Oui. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est tout à fait normal. La filière du soja n'échappe pas aux subventions. C'est une filière qui bénéficie des subventions de l'État. Et partout où se trouvent les ressources de l'État, c'est tout à fait normal que l'État ait du regard. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Personne ne peut dire que les intrants allant dans le cadre du soja ne sont pas subventionnés. Vous voyez? Bon, la première sous-étape que je vais aborder sur cette question, oui. Ça concerne la réglementation des exportations. Oui. Lorsque l'État a subventionné, c'est tout à fait normal que l'État cherche les voies et moyens pour récupérer ne serait-ce qu'une partie de ce qui a été mis. Oui. Vous voyez ce que je dis? Or, nous savons que nos frontières sont poreuses. On est d'accord? Si le soja qui est produit dans ces conditions est exporté à gauche, à droite, au point où ça échappe complètement au service des impôts, au service des douanes, selon vous, est-ce que c'est normal? Vous voyez ce que je dis? C'est pour ça que c'est dit ceci, que la seule voie d'exportation du soja, que c'est le port autonome de Cotonou. Oui. Vous voyez, la Côte d'Ivoire a pris une telle mesure concernant le café et le cacao depuis une vingtaine d'années. Vous voyez, tout à fait, si c'est que l'État ne mettait rien dans le secteur, là, on pourrait mieux comprendre un certain nombre de réactions. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la vente du produit est libéralisée et avec, pour bonne nouvelle, que les impôts qui s'élevaient à 140 francs le kilo, aujourd'hui tombent à 30 francs. Oui. À 30 francs. Là, en fait, mais il s'agit de ce que nous appelons la contribution à la recherche agricole. La contribution à la recherche agricole. Vous voyez? Et je salue vraiment, encore une fois, le bon cœur
du chef de l'État. Et je dis une chose, hein, nous Béninois, moi-même, y compris, hein, nous sommes habitués tellement au laisser-aller que la rigueur, les méthodes du chef de l'État nous désolent parfois et d'autres en profitent pour crier à la méchanceté. Non. C'est parce que nous-mêmes là, le Béninois, le Saint Béninois, c'est mal éduqué. Moi, je le dis clairement. Il y a trop de complaisance nous-mêmes à notre propre niveau. Nous avons à tête au-dessus de notre pays un monsieur sérieux, un monsieur rigoureux, un monsieur qui ne veut pas faire de l'à peu près. Nous devons tous prendre le pli. Oui. Prendre le pli. Donc, par rapport à la question du soja, je remercie le chef de l'État et j'espère que la facilité qui est donnée pourra enfin calmer les ardeurs pour le bonheur de cette filière. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et juste pour finir sur cette question, il y a eu, on va dire, je ne dirais pas une fois d'empoigne, quand les décisions étaient prises par le gouvernement, que ce soit du côté de la majorité présidentielle ou du côté des démocrates, chacun a tiré le drap de son côté. Les démocrates ont dit, voilà, le gouvernement a cédé à nos protestations. De votre côté également, vous avez dit, bon, écoutez, on a fait le terrain, on a remonté au chef de l'État les préoccupations des sojaculteurs. Alors, qu'en est-il vraiment? Là, je vous remercie. Oui. Et qui récupère la situation? Et une fois encore, je salue les hauts dignitaires de mon parti, l'UP Le Renouveau. Oui. Je salue également la haute direction. Quand vous je salue également la haute direction. Je ne voudrais pas vous enquiquiner, mais quand vous parlez des hauts dignitaires, ils sont encore actifs? Parce qu'ils sont là ou... Vous savez, l'UP Le Renouveau, c'est une école. Moi, je suis un apprenti. Je suis un élève de cette école-là. J'apprends d'eux. Vous savez, une seule phrase de ces hauts dignitaires vaut plus qu'un livre écrit par d'autres personnes. Ah bon, à ce point? À ce point. C'est pour ça que je ne cesse chaque fois de leur vouer certaines reconnaissances. D'accord. Est-ce que vous voyez? Je les remercie encore une fois. Pourquoi? Pour la belle initiative de la tournée de reddition de comptes. Dans l'histoire politique de notre pays, ça ne s'est jamais produit. Vous pouvez fouiller. Dans l'histoire politique du Bénin, aucun parti politique n'a volontairement été sur le terrain, parcourir pratiquement toutes les communes pour faire une reddition de comptes. L'UP Le Renouveau l'a fait. Nous avons subi à certains endroits des propos injurieux, parfois de l'humiliation. Ça a été un exercice difficile. Difficile. Il fallait avoir vraiment de la patience. Oui, mais en réalité, est-ce que c'est pas parce que les démocrates étaient sur le terrain que vous avez... Non. Vous aviez souhaité les marquer à la culotte? L'UP, le Renouveau, a pour chaque année son plan de travail annuel. Nous sommes une école, ne travaillons pas par hasard. Tout ce que nous allons faire comme activité en 2024, le budget y attenant existe déjà. Nous sommes prêts déjà pour 2024. Vous voyez. Donc l'activité de reddition de comptes était pensée depuis. Et lorsque nous avons fini cette reddition, parce que c'était pour nous une occasion de donner la parole aux populations. Les populations se sont exprimées. Nous avons écouté leur cri de cœur. Vous voyez ce que je dis? Oui. Et nous avons rendu compte par commune. Ouais, c'est un travail périlleux. On a rendu compte par commune. On a centralisé les données. On les a classifiées par ordre de priorité et d'urgence qu'on a transmis à qui de droit. Nous, notre travail a été méthodologique. Nous sommes allés sur le terrain. On est allé en contact. On a parlé avec les populations. Vous voyez ce que je dis? Dans la masse,
On n'arrive jamais à distinguer opposants et mouvanciers. On a parlé avec tout le monde. Les têtes couronnées, les femmes des marchés, les acteurs culturels, avec tout le monde. Les enseignants, on a échangé. On a rendu compte à qui de droit. Vous voyez ce que je dis? Et il y a eu échange entre la haute direction du parti et le gouvernement sur un certain nombre de points. Et c'est suite à ça, justement, que des décisions ont été prises, oui. dont celle concernant M. Le Sultan. Moi, je pense que les démocrates n'ont rien à voir avec cette décision. La preuve est que, ils ont passé tout le temps à pleurnicher derrière d'autres sujets qui n'ont jamais abouti. Je prends par exemple la question de pierres posées au niveau des frontières, par exemple. Mais ils en ont parlé, que les grosses pierres, mais ça aboutit, ça n'a pas abouti parce que ce n'est pas pertinent. Vous voyez ce que je dis? Oui. Donc, encore une fois, je confirme que les démocrates n'ont rien à voir avec ça. Nous avons eu beaucoup de fruits. Quand on dit que nous voulons que le gouvernement va construire 1200 salles de classe, oui. Mais ce n'est pas tombé du ciel. Est-ce que vous voyez? C'est un travail qui est fait avec certaines méthodologies, avec beaucoup de rigueur derrière. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc on va finir sur cette séquence du budget de l'État. Comment vous pouvez le qualifier pour les Béninois, au final, ce qui a été voté, les 3 000 milliards 3 200 milliards. Oui. Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. Je remercie également les téléspectateurs, les populations et tous les acteurs de tous les secteurs d'activité de ce pays. Comme je l'ai dit à l'entame, je caricature un peu le chef de l'État comme un père de famille qui a 5 enfants, mais qui a une seule baguette de pain. La fameuse baguette de pain. Et j'ai demandé, est-ce que chacun peut obtenir la moitié? Et chaque enfant peut obtenir la moitié? La réponse a été non. C'est pour dire quoi? Que tous les secteurs de la vie publique ne peuvent pas être simultanément logés à la même enseigne dans un même budget. On est d'accord? Oui. Si déjà nous sommes à 42% pour le secteur social, vous êtes d'accord que tous les autres secteurs ne peuvent pas avoir chacun 42%. Le tout fait 100%. Oui. Nous sommes d'accord. Donc si les années passées, au niveau de l'agriculture, si des investissements ont été faits, si des commandes de machines agricoles ont été lancées, payées, et qu'aujourd'hui nous attendons leur livraison, leur réception, c'est tout à fait normal que pour le budget 2024, que le montant ne soit plus exorbitant. Si dans le secteur de la santé, par exemple, vous voyez, tout ce qui est lancé comme infrastructure, tout ce qui est commandé, tout ce qui a été acheté pour améliorer les plateaux techniques, la construction de l'hôpital de haute technologie, d'abord la vie. Mais c'est normal que l'année 2024 soit une année où on puisse voir la concrétisation physique de tout cela, de tout ça, vu que des moyens y ont été déjà mis. C'est tout à fait normal également que le secteur de la santé ne soit pas abondé comme peut-être l'année dernière. Vous voyez ce que je dis. Tout ça pour dire que le budget 2024 tient compte des besoins des populations. 2024 verra certainement l'aboutissement d'un certain nombre de chantiers. 2025, 2026 et ainsi de suite verront certainement d'autres projets aboutis. Également d'autres réalisations. Oui. Et parce que je pense qu'au fur et à mesure, notre quotidien va être impacté positivement. Je rassure vraiment les Béninois par rapport à ça. Voilà, nous allons finir cet entretien sur, hors de cette question du budget, deux questions d'actualité. Rapidement, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Le lundi passé, c'était le 33e anniversaire de la Constitution du 11 décembre 1990, modifiée en 2019. Aujourd'hui, avec le recul, je vais aller droit au but, non pas pour savoir ce que vous pensez encore de cette Constitution, vous nous le direz, mais le président Vlavonou avait fixé un cap quand il avait pris
fonction, quand il avait repris de fonction en début de cette 9e mandature. Il avait parlé de révision de la Constitution. Est-ce qu'avec l'héritage que nous avons aujourd'hui, une première révision en 2019, est-ce que vous pensez qu'il est, de votre point de vue, de votre position de député, est-ce que vous pensez qu'il est toujours opportun, d'ailleurs vous êtes du même parti, est-ce que vous pensez qu'il est toujours opportun de réviser la Constitution? Où en est le débat aujourd'hui à votre niveau? Bon, merci monsieur le député, monsieur le journaliste. Merci monsieur le journaliste. Oui, bon, c'est faux. Merci monsieur une bonne prévision. Le journaliste. Donc, vous savez, nous n'allons pas toujours dramatiser les choses. Vous voyez, c'est comme un enfant à qui on a cousu une tunique ou une camisole. L'enfant s'est mis à grandir, n'est-ce pas? Est-ce que l'enfant peut toujours porter ce vêtement, quel que soit son âge, selon vous? Je pense que non. Évident. Les réalités de notre pays ont évolué. Le Bénin a beaucoup progressé. On est d'accord? Moi, je pense qu'il est tout à fait normal qu'on adapte notre constitution à l'évolution de notre pays. Donc, c'est vrai, la question a été annoncée. Vous voyez? Et moi, personnellement, à mon niveau, ce n'est pas une surprise. Est-ce que vous voyez? Mais les débats à son sujet n'ont pas encore commencé. Donc, pour ce qui concerne le groupe parlementaire l'UP Le Renouveau, je pense qu'aucune assise n'a encore été faite dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Donc, même il serait un peu indélicat de ma part aujourd'hui d'en parler. Mais toujours est-il que lorsque l'on a une chemise, qu'à un moment donné, la manche commence par serrer, par exemple, il faut la desserrer. Lorsque à un moment donné, une poche de la chemise est trouée, il faut bien sûr la raccommoder. Lorsque la chemise devient trop petite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'élargir ou une autre chemise. Donc, nous devons, à mon avis, prendre de la hauteur et puis faire l'effort de cesser, de voir que modifier la Constitution, que c'est un danger, comme si le ciel allait tomber sur la terre. Non. Non. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce que vous pouvez dire là-dessus. Alors, toujours en votre qualité d'homme politique, avant d'être représentant du peuple à l'Assemblée nationale, j'aimerais avoir votre, disons, perception des questions qui ont été évoquées, en tout cas des réponses que le chef de l'État y a apportées. Je veux parler de cette rencontre entre le Parti des démocrates et le président de la République sur le fichier électoral, sur différentes autres questions. Très rapidement, de votre position d'homme politique, quelle a été votre disons, perception d'abord de cette rencontre, de cette initiative et ce que le chef de l'État a donné comme concession et les points de refus, on va dire. D'abord, je vais saluer l'ouverture d'esprit du chef de l'État. Il les a reçus. Je pense que c'est assez fort. C'est assez fort. Parce qu'il les a reçus. C'est très important. Mais sur un point, je suis choqué. Choqué parce que le groupe parlementaire, les démocrates, a déposé sur la table du président de l'Assemblée une proposition de loi d'amnistie. C'est bien ça. Et dans le même temps, même avant que cette loi ne soit étudiée, puis elle n'est pas encore étudiée, le même groupe parlementaire se porte vers le chef de l'État pour demander une grâce présidentielle qui, du point de vue portée juridique, est plus faible que la loi d'amnistie. Donc, je me demande si ceux-là sont vraiment conséquents envers eux-mêmes. Donc, je pose cette question. Quelle est finalement la ligne directrice du parti Les Démocrates? C'est une question que je leur pose à eux et que moi-même je me pose.
Moi, je m'attendais plutôt à ce qu'ils essayent de rechercher un peu de consensus autour de leur proposition de loi. Est-ce que vous voyez? Et la commission des lois ne s'est même pas encore finalement réunie autour de la proposition de loi. En même temps, ils ont couru pour aller voir le chef de l'État, pour aller demander moins que ça, c'est-à-dire la grâce présidentielle. Ça me pose problème. Et ça montre encore une fois l'inconséquence. Oui, de ce parti. Ça montre l'inconséquence du parti. En politique, on n'agit pas de la sorte. Lorsqu'on est en politique, il faut être conséquent avec soi-même. Les démarches politiques, les négociations politiques, s'ils sont à ce niveau et qu'ils ne savent pas vraiment les faire, là, il y a problème. Tu vois ce que je dis? Il y a problème. Peut-être que le président Yaïbouni a enfourché cette trompette, peut-être parce qu'il s'est rendu compte qu'à l'Assemblée nationale, il y a peut-être un front de refus déjà de votre côté. Non, encore que jusque-là, il me semble que ce sont les démocrates qui opposent un refus systématique à tout ce qui est vote. Si ces députés ont pu voter contre leur propre rapport d'activité, c'est-à-dire que le président de l'Assemblée présente un rapport d'activité qui retrace les missions et autres activités exécutées par tous les députés, y compris les démocrates. S'il y a une mission sur l'extérieur, ce ne sont pas seulement les mouvanciers qui y vont, non. Vous voyez, ça respecte la configuration politique de l'Assemblée. Oui. Donc, les démocrates aussi participent aux missions et aux autres activités. Oui. Ils sont présidents de commission, présidents de groupes parlementaires, ils sont dans les réseaux parlementaires, ainsi de suite. Donc, s'ils sont allés jusqu'à voter contre leur propre rapport d'activité, s'ils sont allés jusqu'à voter contre le budget de l'Assemblée, qui est censé permettre le paiement de leur propre émolument, donc comprenez que qu'il leur sera difficile à eux-mêmes d'exprimer notre soutien. Moi, je ne dis pas que mon parti, l'UP, le Renouveau, ne va pas soutenir la position de loi. Je suis mal placé pour le dire. Oui. Mais eux-mêmes, ayant adopté leur posture qui est à eux, c'est tellement qu'ils se sont dit qu'ayant refusé à tue-tête de voter tout ce qui est voté jusque-là et de faire un recours abusif à la Cour constitutionnelle, ils se sont certainement dit qu'ils n'auront pas peut-être notre soutien. Oui. C'est ce qui pourrait peut-être expliquer qu'ils aillent s'en référer au chef de l'État. Qu'ils aient encore s'en référer au chef d'État pour demander moins que l'amnistie. Et puis, moi, ça me pose problème. Donc, je remercie le chef de l'État d'abord de l'avoir reçu. Ça, c'est important. Si on avait les injures, tout ce que nous attendons à l'Assemblée, il faut avoir vraiment grand cœur pour accepter. Et je remercie le chef d'État pour ça. Et l'autre chose, le chef d'État leur a donné une prérogative qui est importante. Il leur a donné le pouvoir de contrôler ou de faire contrôler la liste électorale. C'est le fichier électoral. Oui. Le chef d'État a accepté qu'ils audissent et il est prêt à payer le fichier électoral. Mais que voulons-nous finalement? Et il a rappelé ceci, qu'en 2006, pendant qu'il était avec le président Boni Yayi, qu'il n'avait aucun appui à la Cour constitutionnelle. Malgré ça, le président Boni Yayi a gagné les élections. Vrai ou faux? Vrai. Et en 2016, 10 ans plus tard, le chef de l'État Talon n'avait pas d'appui au niveau de la Cour constitutionnelle. Pourtant, il a gagné les élections. Ça veut dire que cette institution est crédible. La Cour constitutionnelle est crédible. Sinon que en 2016, c'était peut-être le président
Sissou Lionel, qui allait gagner les élections si la Cour constitutionnelle n'était pas crédible. Oui. Donc, l'autre sujet qu'ils ont commencé à agiter ces derniers temps, c'est que bon, qu'ils veulent aussi avoir des représentants au niveau de la Cour constitutionnelle. Bon, moi je pose une seule question. En quel article de la Constitution c'est dit que les mouvanciers doivent avoir leurs représentants et que les opposants également doivent avoir leurs représentants? Non, comme dit juste l'article de la Constitution. Je parle même des anciens articles. Puis ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Aucun article ne l'a dit. Soyons vraiment sérieux dans ce que nous demandons. Vous voyez, l'article a parlé plutôt de la désignation des membres par l'Assemblée. Par le bureau de l'Assemblée. Ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Sans toutefois préciser opposition, mouvance au sein de l'Assemblée. On va finir sur ce point. Je vous laisse le dernier mot, on va dire, pour sortir de cet entretien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux populations? Merci, monsieur le journaliste. Je vais finir en rassurant les populations sur ce que le gouvernement n'a aucun intérêt à ne pas penser à leur bien-être ou à leur mieux-être. Je les rassure également que le parti, leur parti bien sûr, l'UP, le renouveau, ne sera jamais fatigué de travailler, de veiller au grain pour l'amélioration de leurs conditions de vie, pour le développement de notre pays. Si, chemin faisant, nous constatons des anomalies, des faits graves, des faits qui sont de nature à mettre en péril ou en difficulté l'avancée de notre pays, je pense que nous le dirons et nous l'avons toujours dit à travers les nombreuses questions que le parti a adressées déjà au gouvernement. Il y a d'autres questions qui sont envoyées mais qui ne sont pas encore débattues. Ouais, donc je nous prie de faire confiance à ceux qui nous gouvernent, nous dirigent aujourd'hui d'une part, également de faire confiance à vos députés, ceux-là que vous-même vous avez mandaté, et surtout les députés du parti l'UP, le renouveau. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Réginald Koumagbe Afide. Merci de nous avoir accordé du temps. Je rappelle que vous êtes député de l'Union progressiste Le Renouveau et rapporteur général de la commission budgétaire ayant travaillé au vote de ce budget. Merci pour les échanges de ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et en espérant que vous ayez glané ici et là quelques réponses à vos préoccupations.